3,6%, c'est-à-dire une Québécoise de 15 à 19 ans sur 28, en 2020-2021, a fait une tentative de suicide durant les 12 derniers mois. OK. En tant que société, ça va arriver qu'on va être confronté à des statistiques qui vont nous forcer à changer nos habitudes. Des statistiques, j'en ai trouvé, puis des troublantes à part de ça. À chaque tranche de 6 ans, il y a des sondages qui sont faits dans les classes du secondaire au Québec. On peut voir ici une comparaison entre l'année scolaire 2010-2011 et 2016-2017. Une année durant laquelle 17,2% des jeunes souffraient de troubles anxieux, le double de ce qui a été répertorié au sondage précédent. Il y a également eu une augmentation des cas de dépression, de troubles alimentaires et de TDAH. On va faire un zoom sur l'année 2016-2017 pour faire une comparaison entre les garçons et les filles. On peut voir ici que les filles sont beaucoup plus nombreuses à souffrir de troubles anxieux, de dépression et de troubles alimentaires, tandis que les gars, c'est le TDAH qui les affecte le plus. Dans une classe normale de 24 élèves, les cercles en bleu pâle représentent les personnes qui sont atteintes soit de troubles anxieux, de dépression ou de troubles alimentaires, ou une combinaison de ces choses-là. Puis les bleus foncés sont les élèves atteints de TDAH. Bon, on a un problème. Pourquoi nos jeunes sont en détresse? Entre en jeu Jonathan Haidt. Teen social life changed radically between about 2010 and 2012. Before 2010, they weren't mostly on every day because they didn't have smartphones yet. By 2012 to 14, that's the area in which they almost all get smartphones, and they become daily users. L'adolescence est la période la plus cruciale dans notre vie. C'est là qu'on se forme une identité, puis qu'on est beaucoup influencé par les autres. Avant les médias sociaux, tu connaissais les gens de ta ville. Maintenant, tu connais le monde entier. Tu peux être exposé à des millions de personnes qui sont plus beaux que toi, plus intelligents, plus en forme, plus créatifs, plus toutes. Imagine la pression de performance que ça met sur les jeunes d'avoir dans leur poche 24 heures sur 24 un outil qui peut leur rappeler qu'ils sont inadéquats. Je suis pas le seul à penser ça. Meta, la compagnie qui possède Facebook et Instagram, a étudié le sujet. Il y a une femme appelée Frances Haugen qui travaillait pour Facebook et qui a décidé de démissionner pour des raisons éthiques et qui a apporté avec elle des documents qu'elle a partagés au public. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Ces documents-là, Facebook voulait pas que tu les vois. C'est Frances Haugen qui a décidé que tu mérites d'y avoir accès. Meta reconnaît que c'est surtout Instagram qui pose un problème. Les chercheurs ont trouvé qu'un tiers des utilisateurs comparent leur apparence souvent ou toujours à celle des autres et que 25% des personnes ressentent une pression intense d'avoir l'air parfait. Les chercheurs d'Instagram reconnaissent que ce problème-là cause la dépression, la solitude, la dissatisfaction et la dysmorphie corporelle et des troubles alimentaires. Ils voient que différents aspects d'Instagram interagissent entre eux et créent un cercle vicieux. Sur l'application, les gens ne montrent que le meilleur d'eux-mêmes, ce qui fait en sorte qu'à force de scroller sur l'application, je me mets à voir mes vulnérabilités comme des faiblesses. Les chercheurs notent que les ados savent qu'Instagram peut être mauvais pour leur santé mentale, mais qu'ils se sentent interpellés à passer plus de temps sur l'application. À mes oreilles, ça sonne comme addiction. Il précise plusieurs problèmes que cause l'application. Par exemple, la pression de se conformer aux stéréotypes sociaux et à l'image parfaite projetée par les influenceurs. Le besoin de validation par les mécanismes des vues, des likes et des followers, l'hypersexualisation des filles, la cyber-intimidation et les conflits, puis des publicités inappropriées ciblées à des groupes plus vulnérables. Les jeunes eux-mêmes blâment Instagram pour la hausse du taux d'anxiété et de dépression chez les adolescents. OK, écoute bien ça, cette réaction-là était spontanée et consistante à travers tous les groupes qui ont été sondés. So he talks about what Frances Haugen said, and then he says, I think an accurate characterization would have been that kids using Instagram, or not kids, teens, is generally positive for their mental health. Overall, taken as a whole, Instagram is positive for their mental health. That's what he says. Okay? Now, is it really? Is it really? Jonathan Haidt a écrit plusieurs livres et articles dans le domaine de la relation qui existe entre les médias sociaux et la santé mentale. Le Sénat aux États-Unis se pose des questions depuis les dernières années sur la manière de réguler les médias sociaux. Son comité judiciaire lui a demandé d'apporter son expertise. Il leur a donné une réponse en 3 parties.
Les jeunes sont en détresse. Les médias sociaux sont responsables. Voici comment gérer la crise. Pour être clair, cette crise-là n'est pas seulement le résultat d'une volonté des jeunes à s'auto-diagnostiquer. Comment est-ce qu'on sait ça? Ben, si c'était le cas, on ne verrait pas aussi une hausse du niveau d'automutilation et de suicide. J'ai trouvé ces statistiques-là qui ont été ramassées en sondant des Québécois de 15 ans et plus. Les colonnes qui sont en pâle représentent les données de 2014-2015 et les foncées 2020-2021. Les 3 premières colonnes représentent exclusivement les femmes, puis la dernière, toutes les personnes de 30 ans et plus. On voit que pour ce dernier groupe, il n'y a pas eu une grosse différence entre 2014 et 2020. Par contre, dans le groupe des femmes entre 15 ans et 29 ans, il y a une augmentation drastique, plus particulièrement dans celle de 15 à 19 ans. 1 sur 28 a fait une tentative de suicide durant les 12 derniers mois. Si on reprend l'exemple d'une classe typique de 24 élèves, c'est presque une fille par classe. Y a-tu juste moi qui trouve ça incroyablement inquiétant? Même principe ici, mais plutôt que de parler de tentative de suicide, on parle d'idées suicidaires sérieuses. En 2020-2021, une Québécoise de 15 à 19 ans sur 9 a eu des idées suicidaires sérieuses dans les 12 derniers mois. Ça frappe comme un train. Jonathan Haidt parle aussi du fait que la crise est arrivée de manière subite au début des années 2010. Il met sous la lumière que les deux sexes sont très affectés, mais plus particulièrement les filles. Il met aussi l'accent sur le fait que cette crise-là ne se passe pas qu'aux États-Unis, mais dans plusieurs pays du monde. Comme tu peux voir, ça se passe au Québec aussi. Quelle évidence on a pour prouver que les médias sociaux sont un grand contributeur de cette crise? Sais-tu c'est quoi un coefficient de corrélation? C'est un moyen qui est utilisé de quantifier la relation qui existe entre une chose et une autre. Sa valeur peut se retrouver entre 0 et 1. Si je me cogne un orteil sur une patte de table, c'est quoi les odds que ce soit le plus petit des 5? Les gens qui passent plus de 3 heures par jour sur les médias sociaux ont généralement beaucoup plus souvent des problèmes de santé mentale. Pour les deux sexes, les groupes qui sont le plus touchés sont ceux qui traversent la puberté. Chez les filles, le coefficient de corrélation est de 0,20. Ça doit pas te dire grand-chose. On va comparer ça à d'autres phénomènes pour te mettre en contexte. Le coefficient de corrélation qui existe entre la masse osseuse chez les femmes en préménopause et la consommation de calcium est de 0,08. C'est suffisant pour que les professionnels de la santé recommandent aux femmes de cet âge-là de prendre des suppléments de calcium. Le coefficient de corrélation qui existe entre l'exposition au plomb à l'enfance et le QI à l'âge adulte est de 0,11. C'est assez pour justifier une campagne nationale pour enlever le plomb des réserves d'eau potable. C'est quoi les lois qui devraient être adoptées pour remédier à cette crise? Les documents qu'on a vus plus tôt, ceux divulgués par Frances Haugen, n'auraient jamais été admis au public si elle n'avait pas pris cette initiative-là. Ce que Jonathan Haidt demande, c'est de forcer les compagnies de médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok à partager leurs données, ce qui fera en sorte qu'on aurait plus de personnes qui ont de l'expertise dans les sujets pour régler ces problèmes-là. Par le fait même, on enlèverait beaucoup d'autorité aux compagnies dont le modèle d'affaires est de faire en sorte qu'on passe le plus de temps possible sur ces applications. Ces plateformes-là ont des milliards d'utilisateurs, ce qui fait en sorte que c'est très difficile à gérer. En tant que dirigeant, c'est clairement mauvais pour les états financiers de la compagnie de sortir au public puis de dire « Hey, ma compagnie amène des troubles de santé mentale chez les jeunes. » Je pense toutefois qu'en tant que président d'une compagnie multinationale qui a autant de pouvoir sur la vie des gens, tu as une responsabilité éthique d'être plus transparent. Pour moi, forcer ces compagnies-là à divulguer des informations de la sorte, c'est juste un must. Ceci dit, je pense pas que les gens qui gèrent Meta sont des démons, je pense qu'ils sont bien intentionnés. Ils fournissent d'ailleurs tout plein de ressources pour aider les gens à gérer leur utilisation. Si tu es un parent, je pense que cet outil-là devrait te plaire. Il permet aux parents de voir combien de temps leurs jeunes passent sur l'application et d'y mettre une limite de temps. En tant que parent, tu peux aussi recevoir des notifications pour voir les nouveaux followers de ton enfant et les nouvelles personnes qu'il follow. Si ton ado reporte quelqu'un, tu peux aussi recevoir une notification. Puis tu peux par exemple enlever l'accès à Instagram entre 8h le soir et 8h le matin à ton enfant.
En tant que parent, je pense que c'est vraiment important d'avoir une discussion au sujet des médias sociaux avec ton enfant. Pose-lui des questions. Demande-lui, est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de la quantité de temps que tu passes à scroller sur Internet? Comment est-ce que les médias sociaux te font te sentir? Si tu avais à t'en priver pour une journée ou une semaine, penses-tu que tu serais capable de le faire? Est-ce que tu passes du temps sur les médias sociaux parce que tu en as envie ou parce que tu en ressens le besoin? Jase avec lui ou elle des impacts que les médias sociaux peuvent avoir sur sa vie. Parle-lui du fait que les utilisateurs des médias sociaux ont tendance à se comparer constamment aux autres, à se fixer des standards irréalistes et donc à créer de l'anxiété et du stress. Parle-lui des problèmes mentaux qui peuvent découler de cette mentalité. Parle-lui du fait que personne n'est parfait et que c'est bien correct comme ça, que tout le monde fait des erreurs et que c'est même nécessaire si on veut évoluer dans la vie. Dis-lui que le fait qu'il ou elle obtienne moins de vues, de likes ou de followers que ses amis ou que les influenceurs ne fait pas en sorte qu'elle est une moins bonne personne. Parle-lui du cercle vicieux qui existe entre les émotions négatives et la recherche constante d'émotions positives. En plus de te mettre une pression incroyable sur les épaules, cet outil-là, à chaque fois que tu vis une émotion négative, te donne accès à de la distraction instantanée, gratuite. Mais c'est pas gratuit. Le coût à ça, c'est de la dopamine. Puis la dopamine, ton corps en produit seulement une quantité restreinte. La dopamine, c'est pas juste responsable des sentiments positifs. C'est ce qui te pousse à rechercher quelque chose que tu ne possèdes pas déjà. C'est ce qui est la source de toute ta motivation. Ça veut dire que si tu as la flemme, c'est parce que tu vis un manque de dopamine. Je sais pas pour toi, mais dans mon expérience, il n'y a rien de plus anxiogène que ressentir une forte pression de devoir accomplir quelque chose, mais ne pas avoir la motivation pour accomplir cette chose-là. Le sentiment d'urgence que je ressens face à cette situation-là est grandement informé par ma compréhension du système dopaminergique chez l'être humain. Si tu veux une meilleure compréhension de ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est ici pour en apprendre plus.